Bonjour, bienvenue pour l'atelier Sur les pas de Galilée proposé par la Miss. Nous sommes Blandine Et Rebecca. et nous avons besoin de ton aide. En 2022, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est l'équivalent de la NASA pour l'Europe, devrait lancer une mission qui s'appellera JUICE. Elle a pour but d'explorer Jupiter et ses 4 plus gros satellites. Tu peux nous en dire un peu plus, Blandine? Jupiter est une planète appartenant au système solaire, comme la Terre. C'est même la plus grosse planète du système solaire. Ces planètes tournent autour d'une étoile, le Soleil. Attention, sur cette animation, les tailles des astres ne sont pas à l'échelle, c'est-à-dire ne représentent pas la réalité. Les satellites, ce sont des objets célestes qui tournent autour d'une planète. Par exemple, la Lune est l'unique satellite de la Terre. Actuellement, on a découvert 79 satellites autour de Jupiter. JUICE ne s'intéressera qu'aux 4 plus gros satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Nous te raconterons à la fin de l'atelier d'où vient le nom de ces satellites. L'ESA demande ton aide pour déterminer le trajet que prendra leur sonde pour se frayer un chemin entre les satellites. J'espère que tu es partant pour nous aider. Allons-y! Une première idée serait de les observer à l'œil nu, mais ce n'est pas possible. En fait, Jupiter est le deuxième astre ponctuel le plus brillant après Vénus dans le ciel. Tu peux même les observer sur cette photo. Blandine, je ne me rappelle plus. Où est Vénus et où est Jupiter? Vénus est le point très lumineux, le plus haut à gauche, et Jupiter plus bas, à droite et moins lumineux. Par contre, il est impossible de voir les satellites de Jupiter à l'œil nu. S'ils étaient plus éloignés de Jupiter, on pourrait les voir, mais la luminosité que reflète Jupiter par rapport à celle des satellites est trop importante. On ne peut donc pas les distinguer. Pour pouvoir les étudier, il est nécessaire d'utiliser un instrument particulier, une lunette astronomique. C'est avec cet instrument que Galilée, en 1610, fut le premier à observer les 4 plus gros satellites de Jupiter. C'est pour cela qu'on les nomme les satellites galiléens. Il a même suivi les 4 satellites sur plusieurs jours et relevé la position de chacun par rapport à Jupiter, comme tu peux le voir sur ce dessin fait par Galilée. Tu es maintenant prêt à les observer. Mets ton œil dans la lunette. Tu vois le système jovien, c'est-à-dire Jupiter et ses satellites. Attention, sur cette animation, les astres ne sont pas à l'échelle, c'est-à-dire que leurs tailles n'ont pas les proportions réelles. Jupiter est en réalité beaucoup plus gros que ses satellites, et les distances non plus ne sont pas respectées. Nous allons t'expliquer exactement ce que tu es en train d'observer. Tu vois la grosse planète au centre? C'est Jupiter. Et autour, les 4 satellites qui tournent sont Io, qui est le plus proche et le plus petit. Ensuite Europe, un satellite blanc légèrement plus loin de Jupiter. Le satellite suivant est Ganymède. Et enfin, le satellite le plus loin qui tourne le plus lentement, c'est Callisto. Qu'est-ce que l'on peut faire alors pour aider les astrophysiciens? Il va te falloir déterminer la période de rotation des satellites. La période, c'est le temps que met chaque satellite pour faire un tour complet autour de Jupiter. Pour cela, nous allons te montrer un autre film du ciel. Écoute attentivement les consignes et les explications. Nous te dirons quand faire les mesures. Pense à prendre de quoi noter tes résultats. C'est donc ça que l'on pourrait observer avec une lunette astronomique, comme celle qu'a utilisée Galilée. Que voit-on dessus? Le système jovien vu depuis la Terre. On peut observer cela en ce moment à Orsay, dans une lunette ou un télescope. Au centre de la vidéo, tu peux reconnaître Jupiter. Les 4 petits points autour sont les 4 satellites galiléens. Tu vas devoir suivre le mouvement des satellites de Jupiter, mais en accéléré, sinon l'observation durerait des heures. Tu peux remarquer qu'on voit tous les satellites sur une même ligne. C'est parce qu'on les regarde dans leur plan de rotation autour de Jupiter et non pas du dessus. Rebecca va t'expliquer cela avec une maquette. Tu vois? Ici, la grosse boule noire au centre représente Jupiter et les boules autour représentent les satellites galiléens. Tu les vois du dessus. Quand ils se déplacent, tu les vois décrire un cercle autour de Jupiter. Maintenant, regardons la maquette avec un point de vue différent. Tu vois à présent les satellites alignés sur une ligne. C'est dans cette configuration-ci que l'on peut voir le système jovien depuis la Terre, ce qui veut dire que l'on voit les satellites se déplacer sur une ligne. Revenons à l'image de notre observation. Regardons particulièrement Io. C'est le point lumineux le plus près à gauche de Jupiter. Tu vas le voir,
Il est le plus rapide des 4 satellites, car c'est lui qui en est le plus proche. Comment pourrait-on mesurer la période de Io? Le plus simple serait de mesurer le temps que met Io pour faire un tour complet autour de Jupiter. Mais tu vas le voir, le tour complet est assez long. Il faudrait trouver une méthode plus rapide. Pour cela, nous pouvons mesurer une fraction de période, par exemple un quart. Il suffira alors simplement de multiplier par 4 pour accéder à la période. Faisons cela pas à pas ensemble. On peut voir que Io se déplace sur la ligne, de la gauche vers la droite, en passant devant Jupiter. Lorsqu'il passe devant, on ne distingue plus très bien le satellite, car la lumière du Soleil qu'il reflète vers nos yeux sur Terre est confondue avec celle de Jupiter. Mais si tu regardes bien, tu peux voir une ombre sur Jupiter. C'est celle d'Io. Je ne la vois pas bien. Tu peux zoomer s'il te plaît? Io continue son chemin vers la droite. Puis, il semble faire demi-tour, en partant cette fois vers la gauche, toujours sur la même ligne. Le moment où Io fait demi-tour s'appelle l'élongation maximale. Et si on en revenait à notre mesure? Comment peut-on faire pour mesurer le quart de période? Pour mesurer le quart de période, tu vas relever l'heure de 2 instants bien précis. L'heure est indiquée en bas à droite de ton écran. D'abord, tu relèveras le moment auquel Io passe devant Jupiter. Comme on voit son nom, tu pourras relever le moment où Io passe au milieu de Jupiter. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'il était difficile de relever le moment où Io passe au milieu de Jupiter. Notre mesure risque de ne pas être très précise. Mais j'ai une idée pour améliorer cette précision. Il faudrait que tu relèves le moment où Io passe au bord gauche de Jupiter, c'est-à-dire le moment où il va commencer à passer devant Jupiter. Et ensuite, tu relèves le moment où Io est au bord droit de Jupiter, c'est-à-dire le moment où Io sortira de devant Jupiter. Et alors, tu pourras faire la moyenne de ces 2 instants et cette mesure sera plus précise. Qu'est-ce que c'est? Faire la moyenne, c'est additionner ces 2 temps et diviser le résultat par 2. Ah d'accord, mais c'est plus long et difficile. Est-ce vraiment nécessaire? Cela donnerait une valeur plus précise du temps où Io est au milieu de Jupiter. Mais comme tu as pu le constater, il ne s'écoule pas grand temps entre le moment où Io commence à passer devant Jupiter et le moment où il quitte le devant de Jupiter. En tout cas, peu de temps en comparaison du temps que Io met pour faire le tour complet de Jupiter. Il n'y aura donc pas grande différence. C'est pour ça, ne t'inquiète pas, relève le moment où Io est au milieu de Jupiter et ce n'est pas grave s'il n'est pas exactement au milieu de Jupiter. Le deuxième moment que tu devras relever est celui où Io est à son élongation maximale. Maintenant, on va te repasser l'observation en entier et tu vas pouvoir mesurer ces 2 moments importants. N'hésite pas à faire pause si besoin pour te remémorer ce qu'il te faut faire. À toi de jouer! Bravo pour tes mesures, tu t'en es bien sorti. Entre ces 2 horaires, Io a décrit un quart de sa rotation autour de Jupiter. Pour résumer ce que tu viens de faire,
je vais te tracer la trajectoire qu'Io a effectuée le temps de ton observation. Donc, si je dessine ce que tu as vu, tu as commencé à observer le moment où Io était au milieu de Jupiter. Tu l'as vu tracer une ligne et arriver au moment de son élongation maximale. Donc ici, c'est Io. Si maintenant je me place vue du dessus, Io, tu as commencé à le voir ici, quand il était au milieu de Jupiter, et tu t'es arrêté au moment où il en était à son élongation maximale. Ainsi, comme tu peux le voir, Io a effectué un quart du tour complet de Jupiter. C'est-à-dire que le moment qui s'est écoulé entre la première heure que tu as relevée et la deuxième, il s'est écoulé un quart de la période d'Io. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de bizarre? Tu as sûrement dû t'en apercevoir. La fin de l'observation est aux alentours de 13 heures, c'est-à-dire en plein jour. Regarde par la fenêtre. Tu vois des étoiles en plein jour, toi? Non. De toute façon, Jupiter est couché à cette heure-ci. On n'aurait pas pu voir l'élongation maximale de ses satellites aujourd'hui. Mais comment va-t-on faire alors? Io continue de tourner autour de Jupiter. Mesurons donc la demi-période au lieu du quart. Où sera alors Io? Il sera derrière Jupiter. Effectuons donc une observation le soir suivant pour voir Io passer derrière Jupiter. Cette fois, il faudra noter le moment auquel il passe derrière Jupiter. Comme tout à l'heure, il sera difficile, même encore plus, de déterminer le moment où Io est au milieu de Jupiter. Mais ce n'est pas très grave que cette mesure ne soit pas précise. Si tu veux essayer, tu peux mesurer l'instant précis où Io disparaît derrière Jupiter et celui où il ressort, et faire la moyenne comme on t'a expliqué tout à l'heure. Mais si ça te paraît difficile, ce n'est pas grave. Mesure un seul moment quand tu penses que Io est bien caché derrière Jupiter. C'est parti! Le temps que met Io à passer devant Jupiter et à disparaître derrière Jupiter s'appelle la demi-période. C'est ce que tu as mesuré. Grâce à ce temps, on peut remonter au temps que met Io pour faire un tour complet de Jupiter. C'est-à-dire, on peut remonter à sa période. Comment faire? Il suffit de multiplier la demi-période par 2. Ce fut un peu long, mais on est arrivé à mesurer la période d'Io. Bravo! Voilà ce que tu dois trouver approximativement. L'ESA a également besoin des périodes des deux satellites suivants, Europe et Ganymède. Tu penses que l'on pourrait procéder de la même façon qu'avec Io? C'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais l'ESA a besoin des résultats rapidement et nous ne pouvons pas faire d'autres observations. Comment pourrions-nous faire, Blandine? On va utiliser une propriété d'Io, Europe et Ganymède, qui s'appelle la résonance orbitale 1, 2, 4. Les satellites sont proches les uns des autres. Ils interagissent donc entre eux par gravitation, mais beaucoup moins qu'avec Jupiter. Cette interaction les a conduits à être sur des orbites bien particulières, où ils peuvent se maintenir les uns les autres de façon stable autour de Jupiter. Cela a pour conséquence que les périodes d'Europe et Ganymède sont des multiples de celles d'Io. Celle d'Europe est le double, celle de Ganymède le quadruple de celle d'Io. Cela explique la dénomination 1, 2, 4. Grâce à cette propriété, tu peux à présent calculer la période d'Europe et Ganymède. Il te suffit de multiplier la période d'Io que tu as trouvée tout à l'heure par le bon coefficient. Tu as ainsi déterminé les périodes des 3 premiers satellites galiléens et en une seule observation. Bravo! Compare tes résultats avec ceux mesurés plus précisément. J'espère que tes mesures sont assez proches de ces valeurs, car la mesure n'était pas facile à faire. Bravo! Sache que ces orbites vérifient une loi importante qui est la troisième loi de Kepler. La période de rotation augmente beaucoup quand la distance augmente un peu. Kepler est un astronome de la fin du XVIe siècle
qui a étudié la théorie de l'héliocentrisme de Copernic, c'est-à-dire le fait que les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil. À cette époque, on pensait que le Soleil et les planètes tournaient autour de la Terre, c'est le géocentrisme. De plus, Kepler a découvert que les planètes suivent non pas des trajectoires circulaires, en forme de cercle, mais elliptiques, en forme d'ellipse, c'est-à-dire comme un cercle aplati. Pour simplifier nos mesures, nous avons supposé depuis le début que les trajectoires des satellites autour de Jupiter étaient des cercles. Mais grâce à Kepler, sache que c'est une légère approximation. Ce sont en fait des ellipses. Regardons de nouveau le film de l'observation pour voir si quelque chose ne nous a pas échappé. Nous avons déterminé la période des 3 satellites les plus proches de Jupiter. Mais nous avions parlé de 4 satellites galiléens. Vois-tu le dernier? Il paraît très lent par rapport aux autres. C'est parce qu'il est plus éloigné de Jupiter. Son nom est Callisto. Il n'interagit pas avec Io, Europe et Ganymède. Si on veut déterminer sa période, il faut la mesurer comme on l'a fait pour Io. Mais comme il tourne très lentement, c'est très long. Des astrophysiciens l'ont déjà mesurée, elle est d'environ de 16,7 jours. Nous avons désormais tout ce dont nous avons besoin. Tu as été d'une grande aide pour les astrophysiciens qui travaillent au lancement de la sonde de la mission JUICE. Mais à quoi va servir la mission JUICE concrètement? Attention, certaines images que tu vas avoir sont des vues d'artistes et ne sont pas à l'échelle. Lancée en 2022, la sonde devrait arriver dans le système jovien en 2029. La sonde ne va pas aller jusqu'à Jupiter en ligne droite. Elle va se servir de l'énergie communiquée par attraction gravitationnelle exercée par les autres planètes du système solaire, notamment Vénus et Mars, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Une fois près de Jupiter, elle va l'observer et observer ses satellites, Europe, Ganymède et Callisto. Elle se mettra en orbite autour de Ganymède. C'est la première fois qu'une sonde orbitera autour d'un satellite d'une autre planète que la Terre. JUICE étudiera les potentiels geysers d'Europe et la surface à la fois glacée et rocheuse de Ganymède, ainsi que son potentiel océan souterrain. Le but principal de JUICE est d'en apprendre plus sur l'apparition de la vie sur Terre. Les noms des satellites galiléens sont inspirés de la mythologie gréco-romaine. Ces 4 satellites portent des noms de maîtresses ou d'amants du dieu romain Jupiter. Io était une des nombreuses maîtresses de Jupiter. Il la transforma en génisse pour la cacher de sa femme Junon, mais Junon découvrit leur aventure et fit en sorte que Io s'enfuit. Elle parcourut de nombreux pays jusqu'à l'Égypte, où elle reprit sa forme humaine. Io est l'ancêtre du célèbre Hercule. Et Europe, il s'appelle ainsi en hommage au continent? Mais non, pas du tout. Europe était elle aussi une maîtresse de Jupiter. Ce dernier, pour l'approcher, se transforma en taureau blanc. Europe, curieuse, chevaucha l'animal, ce qui permit à Jupiter de l'enlever. Ils s'accouplèrent sous un platane qui depuis reste vert. Ganymède, je connais. Il est un descendant de Jupiter et de Junon, et est réputé pour être le plus beau des mortels. Jupiter, transformé en aigle, l'enlève afin d'en faire son amant et son échanson, c'est-à-dire celui qui sert à boire aux dieux. Jupiter finit par élever Ganymède au ciel sous la forme de la constellation du Verseau, car Junon en était jalouse. Callisto était une nymphe d'une très grande beauté. Je vous laisse deviner la suite. Jupiter s'éprit d'elle, et elle enfanta un fils nommé Arcas. Junon, jalouse, transforma Callisto en ours. Des années plus tard, Arcas, chassant dans la forêt, manqua de tuer sa mère. Jupiter l'en empêcha, les enleva tous deux et les plaça dans le ciel. Callisto est la constellation de la grande ours, et Arcas, la petite ours. Merci beaucoup d'avoir aidé les astrophysiciens. Tu as fait du très bon travail. À bientôt, au revoir et bonne nuit. Si vous voulez en savoir plus tard dans la nuit du Big Bang au Big Bounce, Pierre Guillot de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay vous en dira plus sur les satellites de Jupiter et sur la mission JUICE.